élargie. Mes chers compatriotes, de métropole, d'outre-mer, il ne faut jamais l'oublier, et de l'étranger. Chers amis, confidence pour confidence, si j'ai décidé de lancer mes réunions de ce second tour de l'élection présidentielle dans votre belle cité niçoise, ce n'est pas tout à fait un hasard. Ce n'est pas un hasard, votre belle cité ensoleillée, cette cité rayonnante et patriote a toujours fait aux idées nationales un accueil si particulier, si chaleureux, si bienfaisant. Eh bien, je voulais vous en remercier. Pour tout vous dire, il me semblait éloquent de lancer cette bataille du second tour, qui est une nouvelle campagne, distincte de la première, dans cette cité illustre que les Grecs appelaient Nicaïa, c'est-à-dire celle par qui est arrivée la victoire. Eh bien, c'est sous ces auspices et avec cette ambition que nous plaçons notre engagement dans ce second tour. Non seulement, effectivement, nous pouvons gagner, mais nous allons gagner. Cette victoire du peuple, nous la construisons pas à pas. Durant la campagne de premier tour, nous avons tranquillement amené les candidats, tous les candidats, y compris les plus récalcitrants, à parler de à chanter la Marseillaise. Eh bien, vous savez, c'est là, avec la marque d'une victoire symbolique des patriotes, un petit caillou blanc sur le chemin de la victoire. Cette poussée a été si prégnante que même M. Macron, qui prononce ses discours en anglais, ou accuse la France de crimes contre l'humanité quand il est à l'étranger, tente, ça fait presque sourire, d'usurper le titre de patriote. C'est le pyromane qui veut se faire passer pour le pompier. La deuxième victoire, c'est le niveau historique de voix que nous avons rassemblé. 7 700 000 voix, ce qui est d'ores et déjà le record absolu des patriotes. La troisième victoire, mes amis, c'est ce qu'un de mes adversaires du premier tour a appelé, non sans à propos d'ailleurs, le dégagisme. Nous avons vu les partis anciens sombrer. D'abord automutilés par la parodie importée des États-Unis des primaires, puis renvoyés aux oubliettes sous l'effet de la volonté populaire. Ce grand mouvement démocratique qui congédie une classe politique usée et des coalitions artificielles d'intérêts ouvre la voie à la grande recomposition politique que le pays attend et que le scrutin du premier tour a fini par imposer. La quatrième victoire, c'est celle de notre projet, qui a su convaincre et faire venir aux urnes une foule de Français. Notre projet d'espérance a su attirer par sa grande cohérence
sa capacité à montrer que notre pays ne pourra rien tant qu'il ne sera pas libre, sûr de son modèle social, sûr de ses valeurs, sûr de ces trois mots qui forment notre devise républicaine, la liberté, l'égalité et la fraternité. Enfin, il n'y a rien à faire, ça me donne toujours la chair de poule, d'émotion. Enfin, la victoire finale, celle qui va conduire le peuple à l'Élysée, nous allons la construire en décryptant le Macron dans le texte, en montrant en quoi son programme est destructeur pour notre pays, en quoi il est fondamentalement contraire aux valeurs et à l'aspiration à la justice qui tisse le lien national qui unit les Français entre eux et qui est pour nous si important. Vous voyez, derrière les phrases creuses fabriquées par les communicants et prononcées par un orateur souvent sentencieux et narcissique, il y a en effet un projet de dilution de notre pays, de ses valeurs, de ses repères, de sa justice sociale, de son unité. M. Macron est notre antithèse parfaite. Son projet mondialiste, oligarchique, immigrationniste, individualiste et ultra-européiste va à l'exact inverse du nôtre. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, le choix dans cette élection est clair. Et c'est formidable. Et c'est enthousiasmant. Et cela explique l'ambiance joyeuse qui caractérise cet entre-deux-tours. On sent qu'il s'est passé quelque chose dans le pays, qu'une énergie s'est enfin libérée et que la machine à briser les rêves s'est enrayée. Car oui, mes amis, je vous le dis, cette élection présidentielle est un référendum pour ou contre la France. Ah, pas M. Macron, c'est sûr. Dont justement le projet est la dilution de la France. Son horizon, c'est la déconstruction de la France, de ses valeurs, de son unité en tant que peuple, de son modèle d'État-nation protecteur et juste. Rien d'étonnant que l'ancien conseiller et ministre de l'économie de François Hollande ait pour soutien emblématique des personnalités aussi diverses que Daniel Cohn-Bendit, Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, les islamistes de l'UOIF, le président de la Commission européenne, bien sûr les patrons de presse, mais aussi Robert Rue, Manuel Valls ou Christian Estrosi. Merci, il mérite largement cet opprobre. Leur point commun à tous est évident, ils sont la politique de la France depuis des décennies et notamment du dernier quinquennat. Ils sont l'oligarchie qui nous a menés là où nous sommes. Ils sont l'oligarchie qui a choisi depuis longtemps son camp, celui du banquier Macron,
et qui voudrait l'utiliser pour recaser 5 années de plus ses hommes, ses réseaux, ses élus, ses politiques. Emmanuel Macron est un banquier d'affaires. Et je pense qu'il avait toutes les qualités pour être un bon banquier d'affaires. Je comprends d'ailleurs qu'il ait eu ses promotions et soit rapidement devenu associé gérant. Il a le caractère pour cela. Il a l'insensibilité qu'il faut à ce métier. Cette capacité à prendre des décisions dans le seul objectif du profit, de l'accumulation d'argent, sans aucune considération pour les conséquences humaines de ces décisions. Oui, savoir rayer quelques centaines d'emplois comme il voudrait le faire pour Whirlpool sans état d'âme. L'usine doit délocaliser pour que les dividendes des actionnaires augmentent encore, mais pas de souci, no problem. Une anecdote, comme l'a appelé son mentor, M. Attali. C'est comme si c'était fait, nous répond M. Macron. Rayer d'un trait de plume les emplois. Rayer d'un trait de plume l'avenir de centaines de familles, de gamins. C'est ça la banque. C'est ça la finance. C'est ça l'univers de M. Macron. Dans toute sa froideur, dans toute son horreur. Il fallait au système un candidat qui puisse au mieux défendre les intérêts de la haute finance. Il fallait un candidat qui puisse avoir cette distance par rapport à l'humain. Il fallait quelqu'un qui puisse totalement s'abstraire d'une variable qui ne compte plus, celle de la vie des hommes. Un candidat qui ne voit pas un pays, mais un territoire, qui ne voit pas un peuple, mais une population. Le système a trouvé cette personnalité adaptée et en un temps record l'a métamorphosé en candidat, lui a donné tous les réseaux et tous les soutiens qu'il fallait pour rapidement en devenir le bras armé. Le système l'a d'ailleurs paré de tous les atours pour qu'il puisse séduire. Quand on prend un peu de distance, qu'on y réfléchit bien, on comprend que le sourire est artificiel. Il est une des composantes du mix marketing qu'il fallait à ce candidat pour qu'il puisse faire l'affaire. Les mots gentils, ça n'a pas duré très longtemps. Tout droit sorti des algorithmes qui construisent ces discours, les belles formules, tout cela n'est que packaging. Mais le vice caché. Le vice caché, c'est qu'il s'agit fondamentalement de la plus pure synthèse du système. C'était la personnalité parfaite qu'il fallait au système et les plus beaux habits lui ont été donnés pour que les Français puissent acheter le produit. Aïe! Le second tour est arrivé et le vernis craque. Parce que les démonstrations que nous faisons tous les jours permettent d'aller au-delà des apparences, d'aller un peu plus loin et de comprendre le sinistre projet du système qui s'incarne en M. Macron. Chaque jour un peu plus, nous mettons en lumière le vrai Macron. Et logiquement, très logiquement, la fébrilité s'empare de M. Macron. Ces coups de sang, de plus en plus nombreux, ces moments dérangeants où il perd ses nerfs, n'hésite pas à invectiver quiconque lui tient tête, eh bien, viennent de cela. Il ne supporte pas que nous aidions les Français à aller au-delà des apparences qu'on voudrait nous vendre. Il ne supporte pas que nous révélions la réalité du projet Macron. Il ne peut pas accepter que le brouillard se lève et que le jour se fasse sur ces points fondamentaux. Qui est M. Macron et quelle ambition sert-il réellement ? Mais nous avons non seulement le droit, mais le devoir de prévenir les Français. Au nom d'une prétendue modernité, il ne propose rien de moins qu'une guerre éclair contre les travailleurs, avec une loi El Khomri à la puissance 1000, même pas débattue au Parlement, mais par ordonnance. Ce n'est même plus le 49.3 de M. Valls, c'est la destruction de droits fondamentaux par décret. Moi, je crois à la nation et donc à la solidarité nationale, qui nous oblige à toujours améliorer la situation des plus faibles. Je crois que quand on est patriote, on ne peut pas être heureux tout seul quand son peuple ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle, mes amis,
Je combats la dérégulation totale, la concurrence déloyale, la précarisation organisée. C'est pourquoi j'abrogerai, par exemple, la loi El Khomri, car elle est injuste et foncièrement inefficace. C'est pourquoi je relèverai le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé, qui sont actuellement en dessous du seuil de pauvreté. C'est pourquoi je veux redonner de l'oxygène aux familles qui ont tant souffert ces dernières années. Lorsque M. Macron prétend que la culture française n'existe pas. Mais ce n'est pas seulement la preuve d'une ignorance inquiétante. Comme tout mondialiste, il se situe dans la logique qui veut que les hommes ne se reconnaissent aucune filiation culturelle, aucun héritage, aucune racine. Et oui, une salle de marché, par définition, n'a pas de culture. Sa vision a sa cohérence, celle d'une vision exclusivement marchande de l'homme, de la France et du monde, où les êtres, les choses et les actes n'ont de valeur que s'ils peuvent être vendus, achetés ou générer des bénéfices. Nous nous situons à l'inverse de cette vision. Nous avons conscience d'être les maillons d'une chaîne qui nous relie à nos parents et nos grands-parents, mais aussi à nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne sommes pas, mes amis, nous ne sommes pas de nulle part. Nous sommes d'un pays, la France, qui est une famille de familles. Nous sommes d'une culture, d'une civilisation française. Oui, nous choisissons la France, clairement. Ces éléments de patrimoine immatériel, nous les transmettrons après les avoir reçus et fait fructifier. Chaque fois qu'un palais national est bradé à l'étranger, chaque fois qu'un fleuron national est vendu à l'étranger, j'ai, comme beaucoup de Français, un pincement au cœur. Nous sommes pour une France qui transmet et se transmet, pour une école où l'on apprend non seulement les savoirs élémentaires, lire, écrire, compter, mais aussi l'histoire de France et l'amour de la patrie. Nous ne voulons pas que M. Macron, après son ancienne collègue de gouvernement, Mme Vallaud-Belkacem, fasse de nos enfants des cobayes des méthodes pédagogistes les plus ineptes. J'aime trop l'école pour la confier à des faiseurs d'expérience. L'école que nous voulons, c'est une école où chaque Français, quelle que soit son origine, qu'il soit français par filiation ou français d'adoption, apprendra qu'il a des droits, mais aussi des devoirs, qu'il appartient à un grand pays dont il a toutes les raisons d'être fier, que la France a beaucoup apporté au monde et qu'elle a encore beaucoup à lui apporter. J'insiste sur ce point. Je parle à tous les Français, je ne fais aucune exception. Mes chers compatriotes, je ne regarde pas votre origine, votre religion, votre orientation sexuelle ou votre couleur de peau. Et je vais même vous dire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Ce qui m'intéresse, c'est votre bonheur, c'est ma capacité de futur chef d'État à vous apporter sécurité, prospérité, apaisement. Je suis pour l'unité nationale, pour l'assimilation et pas le communautarisme. L'engagement que je prends devant vous, c'est de tout faire pour vous arracher au mal-être collectif dans lequel notre pays a été plongé depuis bien trop longtemps. Le territoire que veut administrer M. Macron vivra sous le règne du laisser-aller, du laisser-passer, du laisser-faire.
Le laisser-aller, c'est le laxisme généralisé, vous savez, celui qui, comme sous François Hollande, organise l'impunité des délinquants. Celui qui laisse les communautés s'organiser entre elles avec leurs règles à côté et parfois contre les règles de la République. Le laxisme qui laisse bafouer le principe de laïcité et sous couvert de religion laisse se multiplier les provocations idéologiques de la part d'islamistes dans les cantines, dans les hôpitaux, dans les rues, sur les plages et dans les entreprises. Or, on le voit avancer doucement, M. Macron détourne l'argument pour faire entrer progressivement la religion dans l'entreprise. Je le dis clairement, je ne veux pas laisser les chefs d'entreprise aux prises avec des revendications religieuses. Ils ont assez de contraintes comme cela pour ne pas en rajouter. Et surtout, je crois que la laïcité est la règle qui permet la juste et paisible cohabitation des croyances ou des non-croyances. Je serai la présidente de la laïcité. Le laisser-passer, c'est la France haut de gare, qui n'est plus qu'un terrain vague, une France qu'on a privée de la protection de ses frontières, une France qui est soumise en vertu du principe de libre circulation totale érigé en dogme à une immigration de masse, à la concurrence déloyale de produits importés, à la concurrence des travailleurs détachés, à l'entrée de produits agricoles dispensés de toute norme sanitaire ou environnementale. Dans une tribune dans Le Monde en septembre 2015, M. Gattaz, le patron du MEDEF, écrivait « Les migrants sont un atout pour la France ». C'est donc très logiquement, il faut admettre quand même, que cet homme qui préfère son portefeuille à son pays soutient M. Macron, celui qui, lors de la cérémonie d'adoubement par Mme Merkel, a félicité la chancelière d'Allemagne pour l'accueil d'1 500 000 migrants. D'ailleurs, il a clarifié son projet, puisqu'il a déclaré l'immigration ne devrait pas inquiéter la population française. C'est ainsi qu'on retrouve la population. Elle se révèle, dit-il, l'immigration, une chance d'un point de vue économique, culturel et social. Je vous le dis, l'élection de M. Macron, ce sera la poursuite et sûrement l'accélération de la submersion migratoire. Cette élection est donc aussi une consultation des Français sur l'immigration massive. Immigration massive, stop ou encore? Stop. Mais stop, mes chers amis, mais pas par manque de générosité, mais par simple réalisme. Je préfère 1000 fois une France qui œuvre à la paix du monde et à la résolution des conflits au Moyen-Orient, une France qui soutienne le développement de l'Afrique, à une France laissée à l'abandon migratoire, une France qui fait semblant d'accueillir des millions de migrants alors qu'elle sait parfaitement qu'elle n'a pas les moyens de le faire et que son modèle social sera encore plus affaibli encore. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Je redonnerai immédiatement des frontières à la France parce que moi, je choisis la France. Je suis pragmatique, alors je ramènerai le solde migratoire à 10 000 par an. Je favoriserai la création de campements humanitaires dans des zones sécurisées des pays d'origine qui sont en crise. Ce n'est pas en déplaçant les problèmes qu'on les règle. Le laisser-faire, enfin, c'est la déréglementation généralisée qui verra le démantèlement de l'État, des services publics, de nos systèmes de santé, de notre droit du travail qui sera édicté dorénavant par entreprise.
Pour ma part, je n'accepte pas que le droit du travail soit négocié par entreprise. Chez M. Macron, on tente de nous vendre cette idée au motif apparemment louable de permettre une adaptation par entreprise. Mais en réalité, négocier le droit du travail, comme par exemple la durée du travail par entreprise, revient à lancer dans une même branche une course au dumping social, avec une prime pour qui? Eh bien pour le moins-disant social. À ce jeu, toutes les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de cette concurrence déloyale généralisée entre entreprises françaises disparaîtront au profit des grands groupes. On voit bien les effets pervers, ou plutôt les effets recherchés, des dispositifs prétendument sympathiques proposés par mon adversaire. Ajouter la concurrence déloyale nationale à la concurrence déloyale internationale. La double peine. Mais, vous savez, cette aspiration de l'oligarchie n'est pas nouvelle. J'ai retrouvé un texte du 19e qui disait « Ce que nous ne voulons pas, c'est que le capital international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est le plus avilie, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français et pour amener partout dans le monde les salaires au niveau des pays où ils sont le plus bas. » Vous admettrez avec moi que la gauche a bien changé. L'auteur de cette exhortation s'appelait Jean Jaurès. Communautarisme, droit du travail éclaté, domination de l'économie par les grands groupes, inégalité dans l'accès aux services publics, soumission aux oligarchies, submersion migratoire, la disparition des communes privées de leurs ressources fiscales. Le pays que veut M. Macron n'est plus la France. Ce n'est d'ailleurs plus un pays, c'est un espace, un terrain vague, une salle de marché où il n'y a plus que des consommateurs et des producteurs. Ce n'est plus une nation, mais une société multiculturelle éclatée. Ce n'est plus la République française, notre démocratie, mais un régime oligarchique où domine une caste au service des puissances d'argent, une société où la seule loi est la loi du plus fort. Dans le monde globalisé auquel aspire M. Macron et qu'il nous présente comme heureux, tout se vend et tout s'achète. Il n'y a plus que des rapports d'argent entre les gens, plus rien n'est gratuit et plus personne n'est généreux. Tout devient un produit de consommation, tout est jetable, même les hommes, les femmes, leur ventre et à terme les enfants. Pour nous, cette marchandisation du monde est intolérable. À ceux auxquels M. Macron fait miroiter les mirages de sa mondialisation sauvage, je dis attention de ne pas vous retrouver du mauvais côté de la barrière. Comme à la rotonde son Fouquet de Saluy. Seuls quelques initiés seront à la fête. Les places au sein de l'oligarchie sont réduites et réservées. C'est un monde donc d'asservissement du plus grand nombre par une oligarchie qui se reconnaît entre elles, s'adoube entre elles. C'est un régime où le pouvoir disparaît aux mains d'autorités que personne ne connaît ni ne contrôle. C'est la négation de la démocratie qui, au contraire, fait reposer le pouvoir sur le peuple. C'est une France sous tutelle totale de l'Union européenne, où des commissaires non élus à Bruxelles, des banquiers centraux à Francfort décident de vos vies. Sous l'influence de puissants lobbies, sous l'influence du monde de la finance. Élue présidente, je ferai tout le contraire. Je choisirai la France, sa démocratie, sa République. Et c'est pourquoi je ferai dès septembre un référendum constitutionnel pour renforcer notre démocratie de proximité. Il y aura beaucoup de choses dans cette révision constitutionnelle. Réduction importante du nombre de députés et de sénateurs,
référendum d'initiative populaire pour la démocratie directe, meilleure représentation des minorités politiques au Parlement grâce au suffrage à la proportionnelle. Tout en adaptant à notre temps les institutions héritées du général de Gaulle, institutions auxquelles je suis fondamentalement attaché, ce référendum réaffirmera que la République ne reconnaît aucune communauté. En France, il y a une communauté, c'est la communauté nationale. Vous avez encore là compris que le grand enjeu de cette élection est la mondialisation. Oh, certes, la mondialisation est là. Je ne la nie pas. Je veux la dompter, sans angélisme, en mettant la France dans les conditions d'en tirer le meilleur et non le pire. Alors que mon adversaire vous propose de s'y précipiter avec une logique individualiste et fratricide, de concurrence généralisée entre nous et entre entreprises, je vous propose d'y faire face, groupés au sein de la nation, réunis par notre sentiment national, donc appuyés par nos moyens d'État, en utilisant la solidarité nationale et notre intelligence collective comme un tremplin. C'est ainsi, dans l'unité et dans les synergies entre nous, que le pays retrouvera les chemins de la croissance, de la prospérité et du plein emploi. C'est ainsi que chacun retrouvera pour lui-même et pour les siens les meilleures chances de réussite. Dans ce contexte de guerre économique impitoyable, où les moins lucides sont condamnés, je serai une présidente qui vous protège, qui mettra en œuvre le patriotisme économique en faveur de nos entreprises, qui, pour les salariés et les retraités, développera votre pouvoir d'achat et pour tous garantira notre système social et tout particulièrement notre système de santé. Oui, je l'assume totalement. Cette notion de protection est au cœur de mon projet. Premier devoir de l'État, et donc du chef de l'État, c'est de vous protéger. Je l'ai dit hier aux salariés en grève de Whirlpool à Amiens. Je leur ai dit directement, sur le lieu de leur grève, je leur ai dit que je ne laisserai pas faire les délocalisations, que je mettrai une taxe de 35% sur l'importation de produits issus de délocalisation. Que leur usine ne fermera pas si je suis élu, parce que c'est le rôle de l'État de retrouver un repreneur et de mettre sous sa protection cette usine le temps d'y parvenir. Voilà ce que je leur ai dit. Et l'accueil enthousiaste qui m'a été fait s'explique par la continuité et la sincérité de mon message. Il s'explique aussi par le fait qu'ils savent que depuis des mois, nos militants, nos élus locaux sur place sont en permanence avec eux, à les soutenir, à tenter de médiatiser leurs causes et leurs revendications. Ah, M. Macron, lui, a d'abord tenté de leur échapper, en se réfugiant dans un bureau aseptisé à 10 km de là. Et puis, il a été forcé de venir. Il a été très mal accueilli par les travailleurs. Mais pourquoi? Parce que, tout simplement, ils ont compris qui était vraiment à leur côté et qui ne l'est pas. Ils savent que Macron, c'est la banque, la finance, l'Union européenne dans sa forme la plus radicalisée, puisqu'il veut faire un gouvernement de la zone euro et puis un impôt européen. Bon, ça, c'est comme dans les contrats d'assurance, c'est en tout petit avec un astérix. Il faut vraiment regarder très très près. Ils savent bien, les salariés du Whirlpool et tous les autres qui sont menacés ou ont été victimes de délocalisation, que M. Macron a déjà bradé tant de fleurons nationaux quand il était ministre de Hollande et que jamais un instant il a eu le souci du travailleur. Voilà la différence fondamentale entre deux visions du monde. Et dans cette vision du monde que nous portons, la sécurité des Français est une priorité. Je n'oublie pas évidemment pas que nous sommes ici
dans une ville française martyre du terrorisme islamiste. Une ville blessée à jamais par l'image de ses enfants broyés, de ces femmes et de ces hommes arrachés à la vie, de ces vies brisées un soir d'été, un soir de fête, un soir de liesse nationale. 86 morts, dont 13 petites vies effacées par la barbarie venue d'un autre âge. Nous leur devons un hommage que je leur ai rendu le 13 février dernier en me rendant sur la promenade des Anglais. Nous ne voulons pas oublier. Nous leur devons le souvenir dans nos mémoires meurtries. Alors, parce que notre pays est en guerre, je serai un chef d'État et le chef des armées qui mènera la guerre au terrorisme islamiste. Non pas avec l'intention légère et irresponsable d'habituer les Français à cette horreur, mais avec la détermination d'éradiquer cette idéologie sanguinaire ici, à Nice, dans cette ville frappée si durement par le terrorisme. Je répète que je ne ferai preuve d'aucune faiblesse face au fondamentalisme islamiste. Et à cet égard, mes amis, à cet égard, comment accepter que M. Macron puisse, au lendemain d'un attentat qui a coûté la vie à un policier, Xavier Jugelé, répondre comme un gamin sec à un oral « Je ne vais tout de même pas inventer un programme contre le terrorisme dans la nuit ». Mais quelle inconvenance, quelle désinvolture, quelle indécence! Ce n'est pas l'idée que je me fais de la fonction présidentielle et donc de l'attitude du chef de l'État. Pour nous, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tout doit être fait pour éradiquer les groupes terroristes ici et sur tous les continents, puisque l'offensive meurtrière est mondiale. Nous devons aider militairement et, si nécessaire, économiquement les États qui luttent contre le terrorisme, comme par exemple le Tchad, le Mali, l'Égypte. Les services de renseignement doivent coopérer et les renseignements recueillis doivent être réellement exploités. Les étrangers islamistes fichés S qui vivent chez nous doivent être expulsés. Mais j'en appelle à la sagesse et au bon sens des Français. Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la mort des Français. Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité et expulsés. Les Français qui adoptent l'idéologie de l'ennemi doivent être traduits devant les tribunaux et punis. Les lois existent, il suffit de les appliquer. Eh bien, moi, Présidente, ces lois seront appliquées sans faiblir.
En quelques semaines, je vous le promets, la France aura pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre à l'abri des fichiers S et en totale conformité avec notre état de droit. Les mosquées radicales seront fermées, les prêcheurs de haine expulsés, les associations faunées du salafisme et des frères musulmans seront dissoutes. Avec moi, ayez la certitude que les droits des femmes aujourd'hui contestés par l'obscurantisme islamiste seront garantis à toutes les femmes de France. Avec moi, la sécurité n'ira pas à l'encontre de la liberté, en tout cas de la liberté des honnêtes gens. Je veux le dire et le répéter, mon projet n'ira pas à l'encontre des droits des étrangers qui respectent nos lois. Ils bénéficieront de l'entière protection de la loi de l'État. Tout au contraire, comme pour les citoyens français, cette sécurité retrouvée leur sera profitable dans leur vie quotidienne. Enfin, notre sécurité n'ira pas à l'encontre de l'état de droit, puisque c'est justement par application effective de notre arsenal antiterroriste que nous la rétablirons. Pour mener cette lutte contre le terrorisme, à l'intérieur comme à l'extérieur, il nous faut retrouver des moyens de renseignement et la puissance d'action nécessaire. Élue présidente de la République, je déciderai l'embauche de 6 000 douaniers, de 15 000 policiers et gendarmes, de 50 000 militaires sous le mandat. Ils seront dotés des moyens techniques, matériels et juridiques nécessaires à leur action. Nous protégerons nos forces de sécurité publique afin qu'ils protègent encore plus, avec encore plus d'efficacité, tous les citoyens. Et parce qu'ils sont en première ligne dans le combat pour la sécurité des citoyens. Et on l'a vu dans le meurtre de cette jeune policière municipale par le sinistre Koulibaly, j'instaurerai l'armement des polices municipales. Nous n'avons pas le droit de nous priver d'un seul moyen utile de nous défendre. La présomption de légitime défense sera établie pour les policiers. Et puis la chaîne pénale suivra. Les moyens de la justice seront renforcés, les magistrats, les greffiers, mais aussi en libérant des places de prison, mais pas de la même manière que Madame Taubira l'avait suggéré. Nous libérerons un certain nombre de places, et même un nombre certain, par des accords avec les pays d'origine qui seront conclus pour permettre l'exécution de la peine de nombreux criminels et délinquants étrangers dans leur pays. L'incarcération des islamistes sera adaptée pour empêcher tout prosélytisme sectaire, parce qu'il faut quand même bien admettre qu'un certain nombre de nos prisons sont devenues de véritables universités de la charia. 40 000 places de prison seront tout de même créées pour ne pas laisser penser à quiconque que l'absence de place dispensera de l'exécution de la peine. Mais la grande mesure essentielle, urgente, décisive et que mon adversaire combat, c'est la restauration de nos frontières nationales. Je vous rappelle que j'ai réclamé cette mesure aux gouvernements irrésolus qui se sont succédés sans succès après chaque attentat. Comment croire que l'on est protégé quand les terroristes circulent librement, que les armes transitent librement, que les djihadistes qui reviennent de Syrie ne sont plus surveillés dès qu'ils franchissent l'espace Schengen? C'est la première mesure que je déciderai dès ma prise de fonction.
Et puis, disons-le, le rétablissement des frontières aurait également le mérite de nous protéger des trafics, les armes, la drogue, les faux médicaments. Je le rappelle, la frontière n'est pas un mur, elle est un filtre. Elle ne règle pas tout, mais son absence aggrave considérablement notre vulnérabilité. Sur tous ces sujets, qui concernent aussi bien le terrorisme islamiste que notre sécurité nationale, quel silence de la part de M. Macron. Quel silence inquiétant, alors que le chef de l'État est justement là pour assurer l'intégrité du territoire et la sécurité de nos compatriotes. En matière de sécurité, il est largement temps pourtant de remettre un peu d'ordre. La tolérance zéro et la fin de l'impunité, en clair la certitude des poursuites, des sanctions et des peines, le retour des peines planchées, la reconduction à la frontière des criminels étrangers à l'issue de leur peine. Mais pour pouvoir reconduire les délinquants à la frontière et donc s'en protéger, encore faut-il qu'il y ait des frontières. L'application de la loi, mais de toute la loi, partout, les zones de non-droit, c'est fini. En matière de sécurité, mon projet est clair. La protection à l'intérieur, la puissance à l'extérieur. À l'échelon international, vous le constatez, le monde change. Un monde ancien disparaît. L'élection du président Trump en Amérique. L'arrivée au pouvoir de Theresa May en Grande-Bretagne. L'affirmation de la Russie comme une puissance mondiale. Et l'Afrique qui attend désespérément une France partenaire. Avec une diplomatie fondée sur l'équilibre et l'indépendance, avec pour fil conducteur le respect de tous les peuples et des nations, je crois être la mieux placée pour parler à ce nouveau monde qui émerge sous nos yeux et pour y faire entendre vraiment la voix et les intérêts de la France. Je voudrais rappeler ici que nous avons été ceux qui nous sommes le plus opposés au cours des années passées aux différentes guerres qu'avaient lancées les uns et les autres. Je serai une présidente qui cherchera partout la paix. Et cette paix passe par le respect que l'on doit à chaque nation et la fin de l'attitude belliciste du gouvernement de la France. Et la fin aussi de ce deux poids, deux mesures qui insupporte nos partenaires internationaux. Une présidente qui n'oubliera pas que notre pays est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, l'une des seules puissances nucléaires et donc une grande puissance qui a une responsabilité mondiale particulière. Un pays de surcroît tourné vers la mer, dont je souhaite le développement de la politique et de l'économie. Un pays mondial où l'outre-mer tient une place toute particulière, trop souvent oubliée. À ce titre, nos compatriotes d'outre-mer qui m'ont fait l'immense honneur de me placer en tête du premier tour de cette élection sur la globalité de cette France du bout du monde. Permettez-moi aussi, en votre nom, d'apporter un soutien total aux policiers blessés à La Réunion par un islamiste. Françaises et Français d'outre-mer, vous connaissez mon affection pour vous. Sachez que vous ne serez plus jamais laissés de côté, inégalement traités, abandonnés à l'immigration, à l'insécurité et au chômage.
Ils souffrent, vous savez, nos compatriotes d'outre-mer. Ils souffrent beaucoup. Ils souffrent d'autant plus qu'ils ont l'impression, depuis de nombreuses années, que pour le gouvernement, c'est loin des yeux, loin du cœur. Alors il faut, en toutes circonstances, et toujours leur rappeler que nous pensons à eux et surtout que nous agirons pour eux. La France est une puissance mondiale. La France de demain, je vous l'ai dit, remettra l'Europe sur ses bons rails. L'idée européenne a été terriblement mise à mal par l'aveuglement de commissaires coupés du monde, soutenus par des gouvernements irresponsables et par une vision qui ne prend pas en compte les spécificités et les modèles sociaux de chaque pays. C'est parce que je suis réaliste que je crois indispensable de faire prévaloir l'intérêt et la voix des peuples en Europe, dans le cadre d'une Europe des grands projets, l'Europe gaulliste des nations libres et souveraines, l'Europe des États-nations, celle du XXIe siècle. Sur la question européenne, je l'ai dit, j'ai entendu les craintes exprimées, qui m'amènent à préciser le processus de négociation que j'entends entreprendre. Au lendemain de mon élection, je réunirai sans tarder les chefs d'État européens. Nous engagerons avec les nombreux pays européens qui y sont favorables, et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on vous le dit, une renégociation entre partenaires pour obtenir une mutation absolument profonde du fonctionnement de l'Union européenne et ouvrir un vrai débat sur cette monnaie unique dont personne, y compris mes adversaires, ne conteste les inadaptations et les dysfonctionnements. Nous voulons une Europe des nations libres et des coopérations. Entendons-nous bien, ma démarche, qui a été tellement caricaturée par nos adversaires, ma démarche est constructive. Elle a pour objet d'obtenir la restitution au peuple français de ses grands outils de souveraineté, au premier rang desquels la maîtrise de nos frontières. Cette négociation, je la mènerai âprement. Je crois être resté un avocat pugnace. Mais c'est vous, au final, qui déciderez. C'est vous, au final, qui déciderez, à l'occasion du référendum que j'organiserai au terme de cette discussion, au terme de cette négociation. Rien ne se fera sans vous, rien ne se fera contre vous. L'Union européenne est braquée, sourde, aveugle. Alors l'issue dépend concrètement de la capacité de l'Union européenne à entendre le besoin de démocratie en Europe. L'ensemble des peuples en Europe crient leur désir de démocratie, leur besoin de démocratie. Sa capacité à comprendre notre aspiration légitime à retrouver la capacité juridique d'un patriotisme économique qui nous est aujourd'hui interdit et à prendre en compte la nécessité de tenir compte des peuples. C'est parce que je suis européenne qu'il me semble impératif de rénover l'idée européenne mise à mal encore une fois par l'aveuglement de commissaires coupés du monde et par une vision qui nie la liberté des peuples à disposer de leur souveraineté. C'est parce que je suis réaliste que je crois indispensable de faire prévaloir l'intérêt et la voix des peuples dans une Europe fondée sur la libre coopération des nations. C'est tout simplement parce que je suis française que je veux voir, et cela me semble logique, défendu notre intérêt national. L'Union européenne est grise, celle des costumes des fonctionnaires bruxellois, des investisseurs des banques d'affaires et des tristes sentiers de l'immigration. Je veux lui redonner de la couleur, parce que mon Europe est joyeuse, diverse, colorée. Elle a le visage de ses peuples, de ses paysages, de ses cultures flamboyantes, de Dublin à Athènes,
sommet de Lisbonne à Helsinki. Nous allons vibrer à nouveau pour l'Europe la vraie, celle des peuples. J'ai l'intime conviction que mon élection est une chance historique pour l'Europe. La vraie idée de l'Europe, de cette diversité nationale, de ces peuples, c'est une chance pour elle de se retrouver. Vous le voyez, mes chers compatriotes, la tâche est immense, mais elle est exaltante. Elle requiert toutes nos énergies. Dans cette élection, je ne suis pas la candidate d'un parti, mais celle d'une cause, qui est celle du peuple, et d'une belle idée, qui est celle de la patrie. À cette heure, je me présente à vous comme une femme libre, dégagée de toute attache partisane, mue par l'impérieux devoir de servir l'intérêt national. Comme je l'ai fait le soir du premier tour et le referai tous les jours, j'appelle à nous rejoindre, au moins par le vote, tous les patriotes, pour nous permettre non seulement de faire échec au funeste projet de M. Macron, mais aussi d'engager sans perdre un autre quinquennat le redressement du pays. L'enjeu est trop important pour le pays pour rester neutre. Qu'il me soit permis d'adresser du fond du cœur mes remerciements à tous ceux qui ont déjà fait connaître leur décision de voter et de faire voter pour ma candidature. Leur décision témoigne d'un amour de la patrie et d'un sens du devoir civique que je veux saluer. Cette bataille décisive pour la France, nous n'avons que nos convictions, mais c'est la force inébranlable pour les défendre qui nous donnera la victoire. Nous sommes David contre Goliath, et c'est avec notre amour pour notre pays, aussi solide que le galet de David, que nous terrasserons la soumission, l'abandon, la capitulation, la trahison que l'on cherche à imposer à notre peuple. Mesdames et messieurs, les convictions et l'amour de la patrie, voilà ce qui motive notre engagement dans ce combat pour la France. Voilà ce qui conduit notre action aujourd'hui et dans les quelques jours qui nous séparent du choix décisif et durant les 5 ans de mon quinquennat. Le malheur n'est pas inéluctable, le déclin n'est pas une fatalité. Le changement, cette promesse qui vous a été faite 1000 fois et à laquelle vous vous dites aujourd'hui qu'il est bien difficile de croire tant on vous a menti, le changement reste possible. Je ne vous le promets pas comme l'ont fait les autres avant moi sans y croire. Je m'y engage. Et à travers mes engagements, je construis un projet qui le rend possible, vraiment possible. Le 7 mai, la France a l'occasion de reprendre la barre de son destin. Pour peu que vous refusiez vos suffrages aux prophètes de la résignation et que vous choisissiez avec moi de renouer avec les valeurs qui ont fondé et continueront à fonder notre nation millénaire. Savoir dire non. Savoir dire non, oh, j'en conviens. Ça n'est pas la position la plus facile. On le voit dans la vie, on l'a vu dans notre histoire à de nombreuses reprises. Récemment encore, en 2005, 55% d'entre nous disaient non à la folle dérive de l'Union européenne contre toutes les voies du système, contre toutes les injonctions, les ordres presque, du tribunal médiatique et politique. Savoir dire non, c'est refuser la résignation qui vous emporte au fil du courant vers la chute d'eau. C'est refuser les paroles enjôleuses ou moralisatrices qui n'ont pour but que de vous mener à l'abaissement et à la servitude. Savoir dire non, c'est décider d'arracher le garrot qui chaque jour nous étrangle davantage. C'est ne pas se laisser jeter dans le puits de la mondialisation sauvage. C'est ne pas accepter d'être broyé par des logiques économiques inhumaines.
c'est fermer la porte aux vendeurs d'illusions mondialistes. Savoir dire non, c'est s'emparer des clés de sa prison pour en sortir et à nouveau voir le soleil. Cet esprit de liberté, et je dirais en ces jours de responsabilité auxquels j'exhorte du fond du cœur les Français, c'est en cette occasion d'être capable tranquillement, sereinement, de résister aux puissants qui vous commandent de rentrer dans le troupeau, de congédier les aboyeurs d'un système qui n'a pour seul objectif que de survivre, des aboyeurs à la voix qui déraille et à l'esprit qui se brouille, des aboyeurs qui commencent, vous le constatez, à perdre les illusions d'une victoire qu'ils croient de droit et qu'ils avaient pipeulement partagée à la rotonde avec un peu trop d'empressement. Je dis aux Français, dégagez-les! Ils vous ont suffisamment fait souffrir. Je dis aux Français, ne doutez pas dans vos capacités, ne doutez pas dans votre pays, ne doutez pas de ce sentiment national qui nous a construits comme nation au fil des siècles et qui demain nous arrachera au déclin et fera poindre l'aurore d'un jour sans déclin. Et surtout, n'ayez pas peur de la liberté, de votre liberté, de cette si belle liberté de penser, de parler, d'agir, et surtout parce que c'est cela qui ouvre la voie au changement et au redressement, de voter. Vous ne leur devez rien, ou plutôt, vous ne leur devez que les difficultés que connaît le pays et parfois les malheurs qui vous accablent dans votre vie quotidienne. N'ayez pas peur de leur faire face par votre vote, de tenir tête aux puissants, à l'oligarchie, à ceux qui décident pour vous, c'est-à-dire à votre place, mais en fait pour eux-mêmes. En démocratie, le vote d'un puissant vaut celui d'un ouvrier. En démocratie, la seule puissance qui compte, c'est celle que donne le peuple. L'instrument de votre liberté, c'est votre bulletin de vote. Le vote, c'est la voix des sans-voix, la parole de ceux qui ne se sentent pas écoutés. N'oubliez jamais que nous sommes le pays de la liberté, que dans l'histoire, la France et les Français ont toujours donné au monde l'exemple et l'espérance de la liberté. Ayez en mémoire les paroles de notre belle Marseillaise qui chante pour tout un peuple rassemblé autour de ses couleurs l'amour sacré de la patrie et la liberté chérie. La liberté est une révolution. C'est à cette révolution de la liberté à laquelle ce scrutin vous convie et à laquelle je vous appelle. Utilisez donc votre droit de vote. Utilisez-le. Je vous appelle à l'unité, l'unité de notre peuple, l'unité des sentiments que nous portons les uns aux autres, l'unité dans l'action pour le pays. Cette unité, nous la construirons avec tous les patriotes qui souhaitent nous rejoindre et que, je l'ai dit, nous accueillerons fraternellement. Mais je vous appelle aussi à la fierté et à l'optimisme, la fierté de ce que nous sommes, la fierté de ce que notre peuple a accompli dans l'histoire, la fierté de ce que nous allons faire pour redresser le pays,
la fierté du pays, du beau pays, du puissant pays que nous laisserons à nos enfants. L'histoire parle pour la France et son avenir l'attend. Ce qui se joue le dimanche 7 mai, ce n'est pas telle ou telle modalité dans la gestion de notre inéluctable déclin. C'est la chance unique de reprendre victorieusement la maîtrise de notre destin, de refaire de notre pays une puissance majeure, de rendre aux Français leur droit d'être des acteurs de l'histoire. Ce qui se joue le 7 mai, c'est enfin l'arrivée du changement, de ce changement qui n'est encore jamais venu, mais que votre vote imposera. Parce que je crois en l'avenir, parce que je crois que le meilleur est à venir, parce que je crois au sursaut du peuple indomptable. Je fais miennes les paroles du général de Gaulle qui appelait à l'espoir et prophétisait la victoire. En avant pour l'avenir qui séchera notre sang et nos larmes et qui verra notre France renouvelée dans son ardeur et sa grandeur. Vive le peuple libre, vive la République, vive la France! Voilà pour ce meeting de Marine Le Pen à Nice, meeting d'entre-deux tours, retransmis en direct sur CNews. Et une deuxième fois. Allons entendre. Et une deuxième Marseillaise pour Marine Le Pen. Yohann Usaï, vous êtes sur place, vous avez assisté à ce meeting comme nous. C'est une Marine Le Pen, on va dire, très offensive qu'on a vue ce soir.